Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment rédiger son testament, essentiel pour organiser au mieux sa succession et le partage de ses biens. Sa rédaction répond toutefois à des règles très précises, sans quoi vous prenez le risque qu'il ne soit pas valide. Mode d'emploi donc aujourd'hui avec Antoine Hurel, notaire et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Antoine Hurel. Première question, il existe, je crois, plusieurs types de testaments. Est-ce qu'on peut expliquer les différents types de testaments tout de suite? Tout de suite. Alors avant tout, il faut expliquer qu'un testament, c'est une disposition écrite qui va permettre de disposer de ses biens au moment de son décès. Il n'est pas automatique, ce testament, il n'est pas obligatoire, parce que dans certains cas, la loi déjà prévoit la répartition des biens. En revanche, effectivement, quand vous voulez déroger partiellement à la loi, ou lorsque vous n'avez pas d'héritier automatiquement désigné par la loi, il faut absolument faire ce testament. Et vous le disiez très justement, il est très important de bien le rédiger parce qu'il peut être contesté lors de la succession. En clair, il y a deux sortes de testaments. Un testament que vous pouvez faire seul chez vous, qui s'appelle un testament holographe, écrit de votre propre main, et puis un testament authentique, qui lui revêt la forme notariée, un peu plus solennelle, et qui lui, à ce moment-là, sera reçu par deux notaires. Donc, holographe, il faut qu'il soit écrit, daté et signé de la main. Impératif qu'il soit exclu, notamment d'être tapé à l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. Et ça sera une cause de nullité. Donc ça, c'est très important. Pareil, vous êtes un couple, c'est un testament par personne. Vous ne pouvez pas faire le testament ensemble dans un même et seul testament. Concernant ces deux types de testaments, Antoine Hurel, leur valeur juridique, elle est la même? Elle est différente? Elle est la même, puisque un testament, c'est un acte tellement important qu'il est reconnu, sauf vice de forme grave. Mais il a été reconnu des testaments sur des portes de prison, sur des post-it. Donc la valeur du testament et de la disposition testamentaire est essentielle. Après, ce qu'on conseille, bien sûr, c'est de le déposer à minima lorsqu'il est holographe chez un notaire. Pourquoi? Parce que si il est même bien fait et qu'il est entre deux bouquins dans votre bibliothèque et que personne ne le retrouve, eh bien vous aurez fait quelque chose pour rien. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé que lorsque une personne est décédée, on cherchait ses héritiers et on était persuadé qu'il y avait un testament et les déménageurs ont retrouvé le testament entre deux bouquins. Et ça a changé totalement. Donc pourquoi... Donc même quand on le fait chez soi... Déposez-le chez un notaire. Ça ne coûte pas grand-chose. Il sera inscrit dans un fichier national des notaires, qui s'appelle le fichier des dernières dispositions, qui fait que quel que soit le moment ou l'endroit où vous décédez, que ce soit à Lille, à Marseille, si vous avez fait votre testament en Corse ou à Paris, on retrouvera ce testament. Donc c'est très très important. Ensuite, il peut être testament authentique. Vous parliez de la sécurité juridique. Il est évident que si il y a des contestations qui sont envisagées, bien sûr, il faut mieux le faire notarié. À ce moment-là, ça sera avec deux notaires ou un notaire et deux témoins. Et là, on est sûr qu'il ne sera pas contesté et contestable. Voilà. Je rappelle qu'il faut être évidemment majeur pour tester. On peut tester entre 16 et 18 ans, mais uniquement sur la moitié de ses biens, sauf si on est mineur et émancipé. Il faut être capable également. Hein. Oui, tout à fait. Avant la question des conditions, justement, vous me parlez de l'âge. 16-18 ans, bon, ça paraît un peu tôt pour commencer à penser à son testament. À quel âge, à quel moment de sa vie on doit commencer à se préoccuper d'établir, de rédiger un testament? Un testament, c'est la dévolution, la transmission de ses biens. Donc évidemment, on ne peut pas transmettre des choses qu'on n'a pas. À partir du moment où on commence à avoir quelques biens, mais ne serait-ce que quelques économies, et que après c'est une appréhension très personnelle de l'appréhension de la mort et du décès, on peut le faire n'importe quand. Mais bien sûr, il est évident que plus son patrimoine augmente, plus il est compliqué, plus on a intérêt à se poser avec le professionnel, en l'occurrence le conseil des familles qui est le notaire, pour se dire est-ce que je le fais, dans quelles conditions, etc. Dans la pratique, donc vous dites, plus on se construit un patrimoine, plus on aura intérêt à établir, rédiger son testament. Dans les faits, dans la pratique, vous rencontrez des gens de quel âge? Est-ce que c'est parce qu'il leur est arrivé un événement? Enfin dans les faits, racontez-nous. Concrètement, cet après-midi, je reçois un couple qui achète un appartement. Ils ne sont pas mariés, pas pacsés. Vous savez que quand on achète ensemble et qu'on n'est pas marié, pas pacsé, s'il y en a un qui décède, on n'hérite pas l'un de l'autre, même si on a un enfant. Donc ça sera l'enfant qui héritera. Donc là, ils vont dire, mais comment on peut se protéger? Parce qu'on ne peut pas se retrouver avec un enfant mineur. J'ai un autre exemple qui m'a frappé. Un couple non marié, non pacsé, ils étaient ensemble depuis très longtemps.
Et je leur disais à chaque fois, un couple de Japonais que j'appréciais beaucoup. Et elle m'a appelé le vendredi soir à 19h à l'étude, m'a laissé un message, et elle a laissé un message le samedi, elle est décédée le dimanche. Et lundi, j'ai reçu son compagnon et je lui ai dit, mais je ne peux rien faire pour vous. Et c'est la famille japonaise qui a hérité à 60% de droits de succession. Donc vous voyez que ça a vraiment une incidence énorme. Donc on peut faire un testament à partir du moment où on achète ensemble, à partir du moment où on reçoit un patrimoine et qu'on n'a notamment pas d'héritier ou qu'on veut se protéger par rapport aux enfants. On peut faire aussi un testament quand on a des enfants, puisque vous savez que la loi prévoit quand on est marié qu'on est protégé, mais on peut mieux se protéger avec un testament, une donation entre époux, ça fait partie de la même chose. Donc en fait, il y a beaucoup de cas où on peut penser à ce testament, évidemment, et il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'une étude notariale, parce que je vous rappelle que c'est peut-être un sujet que vous aborderez, mais en tout cas que c'est gratuit. Le conseil est gratuit. Hein, donc, bon, dites-le nous. Alors voilà, ça allait être une question. Ça a un coût de rédiger un testament ? Oui, c'est un coût à la marge pour l'enregistrement dans ce fichier national des notaires, qui est de l'ordre de 14 ou 15 euros, donc c'est vraiment rien du tout. Ensuite, le notaire vous proposera quelques euros de conseil pour la rémunération de son travail de conseil, mais ça, c'est encore une fois, tout dépend de chaque notaire, parce que l'acte n'est pas tarifé, sauf le testament authentique, qui lui est tarifé, qui est l'ordre de 150 ou 200 euros. Donc c'est pas une grosse somme. Je me permets juste d'attirer votre attention sur le fond du testament. Vous savez qu'on peut, dans certains cas, évidemment, donner une partie de son patrimoine à quelqu'un d'autre que ses enfants, mais les enfants sont réservataires. Vous savez qu'une partie du patrimoine encore en France est réservée aux enfants. Si on a un enfant, c'est la moitié. Si on a 2 enfants, c'est un tiers, etc. Il y a également des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui veulent gratifier notamment un proche, un voisin, un ami, que sais-je. Si vous avez un patrimoine de 100 000 euros, et que vous donnez ce patrimoine avec un legs universel à votre voisin, eh bien, il aura 40 000 euros dans la poche, puisqu'il y a 60 000 euros qui vont aller à l'État. Il y a une autre possibilité, si je suis ce testateur, c'est-à-dire que je veux gratifier mon voisin et que je pense, par exemple, aux enfants, parce que je n'ai pas d'enfants, je peux très bien léguer l'ensemble de mon patrimoine à une fondation, une association pour les enfants, qui va avoir la charge de redonner 40 000 euros à mon voisin. Et le calcul est suivant, 100 000 euros pour la fondation, 40 000 euros pour le voisin, et 60% de 40 000 euros de droits de succession, ce qui fait 24 000 euros. Donc 40, 24 à l'État, il reste 36 000 euros pour la fondation. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai éclaté ma générosité entre l'État à minima et la cause qui m'est chère, à hauteur de 36 000 euros. Ça change quand même beaucoup de choses. C'est intéressant. Ça s'appelle un legs universel, avec délivrance d'un legs particulier, net de frais et droits à la personne. Les 40 000 euros, il les aura de toute façon. Parce qu'Antoine Lurel, on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas tout faire dans un testament, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout choisir. Alors dans mon exemple, on peut tout choisir. Je n'ai pas d'enfant, j'aurais pu même donner 100% à cette fondation. Je le peux. Mais si je veux donner la fondation et je ne pas oublier mon voisin de palier, ça c'est la formule que je viens d'expliquer qui est idéale. Ensuite, quand on a des enfants, c'est ce que j'expliquais, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas déshériter ses enfants totalement. Si vous n'êtes pas marié, pas pacsé, c'est encore différent. Vraiment, il y a beaucoup de cas différents. Mais en tout cas, un couple qui achète un bien immobilier, il est évident qu'il faut le conseiller à minima de se paxer et de faire un testament. La meilleure protection reste le mariage, parce que voilà, le législateur n'avait pas été au bout de la protection entre pax et marié. Mais un testament change tout et peut tout changer. Un testament peut tout changer, ça on le retient. Oui. Que peut-on donner comme information en plus que seulement le partage des biens dans un testament ? Alors on peut donner évidemment des indications plus sur le plan émotionnel, ça peut arriver, de faire une lettre d'accompagnement du testament pour expliquer pourquoi on fait ce testament. On peut aussi bien sûr disposer de ses obsèques, comment est-ce qu'on souhaite que ces obsèques se soient faites. On peut donner des informations sur le don de son corps à la science. On peut nommer ce qu'on appelle un exécuteur testamentaire, qui est une personne de confiance qui va être là pour exécuter le testament et pour faire en sorte qu'il soit bien respecté. On peut mettre beaucoup de choses dans le testament. Beaucoup de choses. Après, il faut bien... Mon conseil, c'est vraiment de distinguer le juridique de l'affect et du pathos. Il faut bien distinguer les deux. C'est un peu froid, mais de le dire... Mais la répartition juridique, c'est une chose. Et moi, je conseille souvent d'accompagner, quand il y a des sujets familiaux tendus, d'une lettre d'accompagnement, d'explication. Mais il faut vraiment faire la part des choses. Antoine Lurel, je vous ai coupé tout à l'heure. Vous disiez donc qu'il faut être majeur. Oui. Il faut aussi respecter certaines conditions mentales.
Vous Bien sûr, alliez le bien dire, sûr. c'est ça, il faut être Oui, en pleine bien sûr, il possession de faut ses être moyens. bien sûr, ça sera un des éléments que le juge regardera, notamment si le testament est contesté. Il faut être en pleine possession de ses moyens, c'est-à-dire qu'il ne faut être évidemment pas incapable, ni en tutelle, ni en curatelle. Alors, excusez-moi, en tutelle, curatelle et sauvegarde de justice, qui sont des dispositions spécifiques, vous pouvez tester. En revanche, quand on est sous tutelle, on ne peut le faire qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Et puis en revanche, si je ne suis ni sous tutelle ni sous curatelle, et si il est avéré qu'au moment de mon testament, j'ai été poussé par quelqu'un, j'ai été dans un état cognitif ou psychologique ou psychique qui n'était pas normal, il y aura toujours la possibilité de contester. Donc oui, il faut évidemment, et c'est le notaire d'ailleurs qui le vérifiera lors du testament authentique, c'est pour ça que c'est aussi une force par rapport au testament holographe, c'est que le notaire, si je vous ai en face de moi et que je vois que vous n'avez pas vous n'êtes pas dans l'état normal, je ne recevrai pas l'acte. Donc ça, c'était une force importante de l'acte notaire. Il nous reste 10 secondes, juste une dernière question. On peut annuler un testament ? Bien sûr, jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle, on peut Bien annuler sûr. son testament. Et bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Antoine Hurel, de Merci, nous Eva. avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Merci beaucoup d'avoir Merci été à vous. avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Pas du tout, rendez-vous lundi, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Vous retrouverez Nicolas Pagnès, évidemment, à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.